je l'ai mentionné, comme Robert l'a mentionné tantôt, donc moi, je suis formateur au Consortium d'apprentissage virtuel de langue française de l'Ontario. À partir de maintenant, je vais dire le CAVLFO parce que c'est un petit peu plus court. Et j'ai été enseignant en ligne pour le consortium pendant plus de 10 ans. Donc, j'ai enseigné des cours de sciences humaines, sciences sociales, géographie, histoire, qui est ma spécialité. Puis, moi, je suis situé à l'École secondaire catholique Algonquin. Donc, c'est l'endroit où mon bureau se retrouve, sauf pour aujourd'hui, qui est dans la chambre à coucher d'un de mes garçons parce que je n'ai pas vraiment un bureau à la maison. Puis, je me suis aussi peigné pour la première fois depuis le 13 mars. Donc, c'était un autre défi que j'ai dû relever ce matin. Donc, vous avez ici mes coordonnées au niveau de Twitter et aussi de courriel. Donc, si vous voulez communiquer avec moi, donc n'hésitez pas à le faire. Donc, je vais vous parler un petit peu du consortium, premièrement. Le consortium qui existe depuis 10 ans et 2 années auparavant, qui était le SAMFO. Donc, on offre environ 94 cours par année. C'était un petit peu moins cette année parce qu'on a ciblé seulement que les cours de 11e et de 12e année pour répondre aux besoins des écoles secondaires des 12 conseils scolaires de langue française de l'Ontario. Donc, comment ça fonctionne? Un élève qui est inscrit dans un cours en ligne, dans une école secondaire française en Ontario, peut suivre un cours en ligne avec le consortium. On a 24 enseignants qui sont distribués un peu partout en province, avec aussi une équipe administrative qui inclut des directions, qui inclut une personne responsable de l'enfance en difficulté, un formateur et une personne à l'orientation. Donc, l'an dernier, on a accordé 2231 crédits au total, donc pour un taux de succès aussi de 98 qui est quand même excellent et qui démontre le travail qu'on a fait pendant les années. C'est quelque chose qui fait une grande fierté de toute l'équipe de pouvoir partager des statistiques aussi éloquentes. Là, en tout cas, on croit que c'était éloquent. Est tellement éloquent que cette année, on s'est mérité le prix d'excellence de la compagnie D2L, qui est le fournisseur de Brightspace. Brightspace, c'est l'environnement d'apprentissage virtuel que nous utilisons. Donc, nous sommes un des 5 récipiendaires au niveau international de cette reconnaissance de D2L. Donc, je crois que c'est important de vous le partager parce que le travail qu'on fait est vraiment, c'est vraiment particulier et très... c'est une très grande fierté pour nous. Donc, les cours fonctionnent d'une façon asynchrone pour nous. Donc, l'élève dans son école n'est pas nécessairement en ligne en même temps que tous les autres élèves. Donc, peu importe, un élève pourrait avoir un cours à la première période ou à la dernière période. Et donc, l'enseignant est disponible toute la journée. L'enseignant en ligne est responsable de la livraison du contenu, de l'évaluation, et il est disponible pour l'élève selon la plage horaire de son école. La personne de l'encadrement local, donc la personne responsable de l'encadrement local, c'est un enseignant à l'école qui supervise les élèves dans leur école d'attache. Donc, disons, moi, je suis un enseignant à North Bay, j'ai des élèves à Windsor, par exemple, dans le sud-ouest de l'Ontario. Il y a un enseignant qui supervise, qui s'assure de la présence, qui fournit les ressources, qui agit comme liaison entre l'école, l'élève et l'enseignant en ligne. Puis, il assure aussi les suivis parce qu'évidemment, il y a une série de suivis qui doivent être assurés pour le succès des élèves parce que c'est vraiment ce à quoi on vise. Donc, c'est un petit peu, en bref, le fonctionnement des cours au consortium. Puis là, je vais entrer dans le vif du sujet qui est justement engager l'élève. Quelque chose qui m'a été mentionné dès le début de ma carrière en enseignement à distance, c'est que la plus belle chose pour un élève qui suit un cours en ligne, c'est que l'enseignant ne soit pas là. Parce que pour lui, c'est un petit peu une certaine indépendance. C'est une façon pour lui de pouvoir ne pas être supervisé constamment, puis d'être un petit peu plus un adulte. Mais c'est aussi la pire chose que l'enseignant ne soit pas là. Donc, la pire chose pour un élève qui suit un cours en ligne, c'est aussi que l'enseignant ne soit pas là. Et c'est pour ça que c'est important d'engager l'élève. Et pour nous, ça fait l'objet de nombreuses discussions depuis les tout débuts.
Et là, j'ai une vidéo ici que je ne vous la montrerai pas, mais je vous encourage de la consulter parce que ce sont des enseignants qui parlent de l'importance d'engager les élèves. Mais je vous ai aussi partagé le lien si vous voulez utiliser le lien pour pouvoir accéder à la vidéo par la suite. Donc, pour nous, on s'est penché un petit peu sur qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux engager l'élève. Puis on a développé 2 principes de base. Le premier, c'est la présence. Puis le deuxième, c'est la communication. Donc, les 2 vont de pair, mais je pense que c'est extrêmement important que ces éléments-là soient pris en considération quand on pense à tout cet aspect de cours en ligne. Maintenant, dans toute cette histoire de pandémie et d'enseignement à la maison, d'enseignement à distance, plusieurs personnes réalisent que ce n'est pas nécessairement aussi facile que ça d'engager les élèves, de les garder engagés et de les mener jusqu'à la fin du cours, de les accompagner jusqu'à la fin du cours. Donc, moi, je vais m'attarder sur ces 2 principes de base-là au début. Puis ensuite, je vais vous présenter des outils qu'on utilise. Évidemment, je vais vous parler de Brightspace, qui est notre environnement d'apprentissage virtuel, parce que c'est avec ça qu'on travaille, mais en bout de ligne, puisque j'ai vu quelques autres environnements d'apprentissage virtuel, c'est pas mal la même chose. Les mêmes éléments reviennent un petit peu dans chacun de ces environnements-là. Donc, je vous encourage, si vous utilisez quelque chose d'autre, par exemple, vous utilisez Google Classroom ou si vous utilisez Blackboard, des choses comme ça, bien, ça pourrait être des outils que vous allez ajuster et adapter à votre réalité. Ensuite, je vais parler des outils externes à Brightspace, puis dans tout ça, bien, je mets de l'huile de cerveau, dans le fond, un petit peu de philosophie, puis pourquoi on fait ces choses-là et pourquoi c'était important de les faire. Donc, j'espère que ça va jusqu'à présent. Là, je suis en présentation, je ne peux pas voir le clavardage, mais j'espère que les choses vont bien jusqu'à date. N'hésitez pas à poser vos questions et Robert, si tu vois quelque chose, n'hésite pas à m'interrompre aussi. Là, je vais tenter d'adresser tous ces éléments-là et de répondre aux questions des gens. Donc, on va commencer par parler de présence. Enseigner en ligne, c'est drôle, hein, mais ici, je vous parle de présence, mais on n'est vraiment pas là. Donc, c'est important de l'être. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est de montrer signe de vie et de démontrer à l'élève qu'on est là et qu'on est intéressé à leur parler, à les engager, à les mener à bon port, à les accompagner. Donc, les élèves, généralement, puis là, je parle du secondaire ici, je le vois aussi au niveau collégial, je l'ai vu aussi au niveau collégial parce que j'ai enseigné quelques cours à la cité collégiale en enseignement à distance. C'est que les gens ont souvent peur de communiquer ou hésitent à communiquer avec vous, hésitent ils pensent qu'ils vous dérangent. Puis c'est un petit peu la même chose pour moi comme formateur. Les enseignants du consortium, ils me font des petits coucous des fois sur un Google Hangout pour me dire « Hey, est-ce que je te dérange? » Mais vraiment, mon travail, c'est d'être dérangé et de travailler avec ces personnes-là. C'est la même chose pour un enseignant. On est là pour appuyer et aider l'élève. Donc, il faut être disponible et présent, puis jamais se sentir dérangé par une question d'un élève ou par une intervention. Donc, au niveau de présence, il y a 3 éléments qui aident à cette présence-là. Premièrement, c'est la fréquence. Il faut être actif dans le cours. Tu ne peux pas avoir de longues périodes de temps où tu ne communiques pas en général avec le groupe et des fois un à un avec l'élève aussi. Si l'élève sent que l'enseignant n'est pas présent, n'est pas engagé, ne se démontre pas comme étant disponible, parce que tu peux dire que tu l'es disponible au début, puis après ça, pas le rementionner. Puis l'élève va penser, ah ben là, il ne l'a pas dit, ou je ne sens pas que l'enseignant est prêt à recevoir ma question. Donc, il faut être fréquemment présent. Puis moi, ce que je faisais constamment, c'était au minimum, une fois par semaine, à toute la classe, j'avais une communication. Une communication en début de semaine qui leur disait « Hey, bonjour, comment ça va? » Puis là, ben, j'expliquais comment ou ce à quoi je m'attendais à ce que les élèves complètent pendant la semaine pour suivre le calendrier établi, mais aussi pour les rendre plus confortables. Puis, je vais vous montrer un petit peu tantôt comment je faisais ça. Au début, je le faisais par écrit et éventuellement, j'ai changé et je le faisais par vidéo. Puis, ça va vers mes 2 autres points par après. C'est justement la vidéo qui est le 3e élément.
on ne parle pas tout le temps directement à l'élève. Tu sais, si on le fait dans un clavardage, ce n'est pas comme si on avait une discussion, puis ce n'est pas normal. Mais en utilisant la vidéo, ben, ça permet de rendre la situation peut-être plus normale pour l'élève. Et hey, l'enseignant, il me parle, puis il m'explique qu'est-ce que je dois faire cette semaine. Je trouve ça plus intéressant que d'avoir à lire un texte qui est souvent répétitif, puis des fois, tu n'as pas toutes les nuances. Tu peux voir l'humeur d'une personne dans une vidéo ou comme on a dans les visioconférences qu'on fait dernièrement dans toute cette histoire de pandémie, on peut voir l'humeur des gens, on peut voir comment les gens se sentent, puis comment, peut-être dans le ton de la voix. Donc, ça permet de communiquer peut-être plus clairement des messages aux élèves. Puis, j'ajoute aussi photo et images, pas juste avoir du texte. J'ai mentionné vidéo, mais vous voyez, je mets des petits bitmojis un peu partout dans ma présentation. C'est pour rendre ça peut-être un peu plus vivant, un peu plus agréable à voir. On met des photos aussi. On a développé, je vais vous présenter ça tantôt aussi, un site web pour chacun de nos enseignants. Dans ce site web-là, l'enseignant se présente, puis il se présente avec ses intérêts, pas juste comme un enseignant, mais comme une personne normale. Puis ça, c'est vraiment important parce que tu dois faire sentir à la personne à l'autre bout que les choses sont le plus normales possible dans un contexte en ligne. Puis c'est un petit peu ce à quoi je voulais m'attarder au niveau de la présence, c'est d'être là, mais de montrer qu'on est là. Pas juste faire semblant, mais de l'être vraiment. Donc, ça, c'était mon premier principe, mon premier élément. En second lieu, c'est la communication. Je vous disais tantôt que généralement, puis encore plus au secondaire, les élèves ont peur d'initier la communication. Les élèves ont peur de parler aux élèves. J'ai des élèves qui ne voulaient absolument pas me parler comme enseignant parce qu'ils ne me connaissent pas. Moi, je suis à distance, je suis dans une autre école, je suis quelqu'un d'étranger. Tandis que dans leur école, bien, ils ont une personne responsable, un enseignant qui les supervise. Ils sont beaucoup plus confortables de lui poser ses questions au sujet du contenu du cours, par exemple. Mais vraiment, l'enseignant du cours, c'était moi qui étais à distance. Donc, les élèves ne feront pas les premiers pas généralement et on doit souvent les forcer à faire un premier pas. Donc, en les forçant, en initiant la communication nous-mêmes, en disant « Hey, appelle-moi, je suis disponible pour te parler » ou « Rencontre-moi dans un Google Meet, par exemple », ça va permettre à l'élève d'être peut-être un peu plus confortable. Une fois la première communication établie, une fois que tu as parlé de vive voix, soit au téléphone ou en visioconférence avec l'élève, il y a un niveau de confort qui s'installe qui est beaucoup plus grand que ça l'aurait été si tu n'avais pas initié la communication. Et l'élève va avoir, puis on l'a remarqué, nous, en tant qu'équipe, l'élève va avoir plus tendance à t'appeler, plus tendance à communiquer avec toi, à entrer dans une visioconférence, puis à discuter avec toi, puis poser des questions. Parce que ça devient un petit peu plus normal. Puis c'est ça qu'on cherche à faire, rendre l'enseignement à distance le plus normal possible, même si ça ne l'est pas. Donc, initier, c'était le premier. Ensuite, encourager, bien évidemment, il faut que tu encourages les élèves à communiquer avec toi. Puis moi, je le faisais à chaque semaine. Dans mon message de début de semaine, la dernière chose que je disais tout le temps, n'oublie pas, si tu as des questions, communique avec moi, envoie-moi un courriel, appelle-moi, je suis disponible. Puis, l'élève va sentir que peut-être à la répétition du message, bien, il l'est vraiment. Puis s'il appelle, puis tu réponds, et tu réponds à ses questions, il va avoir tendance à te rappeler par la suite. Puis ça, c'est vraiment essentiel au succès de l'élève en bout de ligne. Il y a des élèves qui n'ont pas besoin de te parler. Il y a des élèves qui vont te dire moi, je suis confortable avec la matière, je suis confortable avec le système de l'environnement d'apprentissage, je n'ai pas besoin de parler à personne. Je fais mon affaire, je progresse dans le cours, puis l'élève va bien. Mais il y a des élèves qui vont moins bien, qui ne veulent pas communiquer, puis c'est peut-être eux autres qu'on doit rejoindre aussi le plus possible. Troisième élément dans la communication, c'est le maintien. Ce n'est pas juste de communiquer, de dire allô, puis de ah, là, l'élève, il sait que je suis là. C'est de continuer. Puis souvent, pas nécessairement juste quand l'élève ne remet pas ses tâches, mais en même temps, ben, je fais juste faire un petit check-in en courriel pour savoir est-ce que les choses vont bien, as-tu besoin de quelque chose, où est-ce que tu es rendu dans ton cours.
souvent des élèves de qui on n'entend pas parler beaucoup, ça les incite à répondre puis à peut-être communiquer plus souvent avec l'enseignant pour s'assurer qu'en bout de ligne, ils se rendent à la fin de leur cours et qu'ils aient le succès qu'ils veulent. Ça, c'est extrêmement important aussi. Donc, ça, c'est les éléments de mes deux principes de base. Maintenant, quels outils on utilise dans Brightspace? Je vous les présente, puis ensuite, je vais aller dans Brightspace pour vous montrer un petit peu comment les enseignants les utilisent. Donc, l'outil nouvelle, c'est un petit peu les annonces qu'on fait, qui sont destinées à tout le monde, mais puis il n'y a pas d'interaction possible dans cette section-là. Contrairement au fil d'activité, ça ressemble un petit peu plus à un réseau social où les élèves peuvent vous poser des questions, peuvent porter des commentaires et peuvent même créer des billets dans le fil d'activité. Donc, nouvelles et fils d'activité souvent vont de pair pour discuter, présenter des éléments, faire des rappels aux élèves au sujet du calendrier, par exemple, ou des tâches à remettre. Évidemment, il y a l'outil courriel. En plus du courriel qui est inclus dans Brightspace, on communique par courriel souvent avec les élèves dans un courriel autre que celui de la plateforme. L'outil Note vidéo qui est relativement nouveau dans Brightspace, mais qui permet de s'enregistrer et de poster directement une vidéo soit dans un commentaire sur une tâche ou dans les nouvelles, par exemple. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air dans quelques instants. Les composants graphiques, c'est les différents widgets qu'on peut placer et qui permettent de partager des choses avec les élèves ou de rendre ça plus facile à comprendre qu'est-ce que l'élève va faire dans le cours. Puis finalement, la barre de navigation qui est où on se rend dans les différents outils pour Brightspace. Donc, je vais vous montrer un petit peu ces différents éléments-là. Donc, je vais quitter la présentation ici. Je ne vais pas là. Puis, je vais aller maintenant dans Brightspace, qui est, ici, c'est un cours de biologie 11e année. Donc, vous voyez ici que l'enseignant, je vous parlais d'une barre de navigation. Ici, ça, c'est la barre de navigation. J'espère que vous pouvez bien voir tout ça. Donc, ici, on peut se rendre au contenu du cours, dans les forums de discussion, remettre des tâches, l'outil courriel. Ça, c'est des éléments ici, les deux, qui ne sont pas génériques. Ces trois derniers-là, excusez, ne sont pas génériques à Brightspace. C'est des éléments que nos enseignants ont créés eux-mêmes pour encourager les élèves à communiquer avec eux. Tantôt, je vous parlais de Google Meet. Il y a des enseignants qui se sont créés une salle dans laquelle ils sont disponibles pendant les heures de classe. Donc, l'élève a tout simplement à venir ici, cliquer sur Google Meet et la rencontre va s'ouvrir. Dire à l'enseignant, je te rencontre dans Google Meet, puis le lien était toujours là. Donc, ça facilite le contact entre élèves et enseignants et ça rend ça un peu plus visuel que simplement un courriel ou un clavardage. En début de semestre, on demande à tous les élèves de communiquer avec l'enseignant, soit par téléphone, et de plus en plus d'enseignants créent des rencontres Google Meet où les élèves se rencontrent à plus d'un élève avec l'enseignant pour que l'enseignant donne ses directives de début de semestre. Ça évite beaucoup la répétition, mais ça crée ce premier contact qui dit « Hey, l'outil Google Meet est là, toujours dans la barre de navigation, et tu peux aller cliquer dessus pour me rencontrer et discuter avec moi quand tu veux. » Ensuite, ici, Espace Cours, c'est un site web. Je vous présente ça. Ça, c'est un de nos enseignants. Donc, c'est un site web que chaque enseignant a créé dans lequel il y a des détails au niveau de la communication avec l'élève, mais aussi où l'enseignant se présente. Donc, on voit ici M. Sylvain Thibault, qui est enseignant de biologie de sciences, et il présente des éléments de sa carrière, de ses intérêts, de sa famille, des choses comme ça. Ça rend le contact plus humain. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé beaucoup. Humaniser nos cours pour rendre ça le plus normal possible et que l'élève se sente comme s'il était le plus possible en salle de classe, même si l'enseignant n'est pas présent avec lui. Donc, chaque enseignant a un site comme ça. Et par la suite, chacun de ces cours, bien, on a de la documentation où on présente, par exemple, le cours comme tel, des grilles d'évaluation, des modules, des différents éléments qui se rapportent au cours en particulier pour cet enseignant-là. Donc, je vais simplement fermer ça. Et ici, c'est notre fiche de progrès où on communique
avec l'élève, l'école, les parents, les résultats que l'élève obtient à ses tâches, à ses assignations. Donc, ça, c'est la barre de navigation. Chaque cours est différent. Je peux changer de cours ici. Je vais aller, par exemple, ici. Donc, la barre de navigation est un petit peu différente pour cet enseignant-là. Et si je change de cours à nouveau, la barre de navigation va être différente pour un autre cours. Donc, vous voyez ici la différence. Chaque enseignant personnalise, rend ça comme lui veut l'avoir pour présenter différents éléments. Je vous parlais tantôt de l'outil Nouvelle ici. Donc, ce sont les annonces qu'on fait. Donc, si c'est un cours de nutrition 12e année, dans lequel l'enseignante fait des rappels. La tâche thématique du module 5 est à remettre le 5 juin. Donc, ça ne permet pas cette interaction-là où l'élève peut dire, moi, je vais répondre pour dire, je ne peux pas retrouver quelque chose. Ça, c'est dans les nouvelles. Mais si je retourne dans le cours ici de physique, c'est celui-ci. Non, ça serait, je vais aller dans biologie. Donc, l'enseignant ici a son fil d'activité qui est différent un petit peu des nouvelles parce que les élèves peuvent répondre à ce que l'enseignant a mis. Ici, il a désactivé l'option, mais certains cours, on peut, puis je vais essayer de vous en retrouver un là, qui a le fil d'activité comme ça. Vous voyez ici, dans ce fil d'activité ici à droite, l'élève a créé, c'est un nom d'élève ici, c'est l'élève qui a créé cette question-là. Puis là, si tu cliques dessus, tu peux voir la réponse de l'enseignant, et etc. Là. Donc, il y a une interaction qui se fait entre l'élève et l'enseignant dans l'outil fil d'activité. Vous voyez, ici, on a les nouvelles, on a le fil d'activité qui marche un petit peu en parallèle. Donc, ce sont des outils qui permettent la communication et l'engagement de l'élève à plusieurs niveaux. Ensuite, j'ai présenté la barre de navigation. Je voulais vous montrer une autre barre de navigation. L'enseignante a même mis sa photo comme icône pour son site web. Donc, c'est plus facile pour l'élève d'identifier l'enseignante aussi à la page d'accueil. Donc, je vous parlais de l'outil courriel qui est inclus ici. Puis je retourne à ma présentation. C'était quoi l'autre élément? Un petit instant. L'outil Note vidéo. Donc, je vais tout simplement aller dans un cours. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air en allant ici. Là, je vais aller dans... Ça, c'est un cours fictif. Vous voyez que j'ai créé différentes choses, puis je faisais toutes sortes de tests. Là. Mais si je vais dans Pigeonnier, je vais vous montrer comment je peux mettre une rétroaction enregistrée à une tâche de l'élève. Donc, je vais aller ici et je vais ajouter une rétroaction. Si je clique, là, je vais juste vous montrer rapidement. Je vais mettre une note vidéo. Puis là, ça va m'enregistrer quand je fais un nouvel enregistrement. Là, la caméra n'est pas bien sélectionnée, mais ce n'est pas grave, parce que si j'arrête l'enregistrement, donc, c'est enregistré, puis là, si je fais suivant, puis je fais tout simplement la poster et inclure, la rétroaction va apparaître dans cette case-ci pour l'élève. Donc, il y a un fichier multimédia. Puis si je fais publier quand même, vous allez voir que dans la rétroaction, la vidéo que je viens d'enregistrer, qui est en jaune malheureusement à cause de la sélection de ma caméra, là, mais la vidéo est directement présentée. Puis quand l'élève, je vais aller comme élève, je vous le montre rapidement, là. Je vais emprunter l'identité de mon élève. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que l'élève voit, lui, quand il va voir cette rétroaction-là. Donc, je vais aller dans le pigeonnier de l'élève. Je vais aller voir la rétroaction ici. Puis vous voyez, l'élève voit cette vidéo-là, puis il a tout simplement à cliquer sur le bouton et la vidéo va commencer. Et de cette façon-là, vous parlez à l'élève en rétroaction au lieu d'écrire quelque chose qui prend plus de temps et qui est beaucoup moins personnel. Quand tu donnes une rétroaction à l'élève et que tu peux t'enregistrer puis lui parler comme s'il était devant toi, c'est beaucoup plus facile pour l'élève de comprendre et de ressentir un petit peu qu'est-ce que l'enseignant cherche à lui dire. Donc, ça, c'était un exemple. Et finalement, je vais aller en... Oups. J'aimerais ça que cette petite barre-là disparaisse un instant. Là. Je vais chercher...
sort d'ici. Je trouve le cours de mathématiques. Là. OK, voilà. Dans les composants graphiques, vous voyez les widgets ou les composants graphiques ici, ce sont ces cases. Cet enseignant-ci a créé un composant graphique qui est partagé seulement avec l'élève ici. Et cet élève-là peut aller cliquer, dont on le voit dans la vue d'enseignant, mais si on empruntait l'identité de l'élève, elle ne verrait que cette case-ci, qui est un dossier. Ça ici, c'est un dossier Google Docs, dans Google Drive, dans lequel l'enseignant consigne les tâches corrigées et les grilles d'évaluation. Donc, l'élève clique là-dessus, ça l'amène directement dans son dossier et elle peut consulter directement ses grilles et ses tâches dans cet endroit-là. Donc, on peut utiliser les composants graphiques pour partager différents éléments, comme ici, on parle de SOS Devoir qui est maintenant Eureka, qui vient de changer. Donc, c'est un composant graphique qui est partagé avec les enseignants. Puis c'est la même chose ici. L'enseignant partage ceci avec des conditions de diffusion. Donc, si je reviens à mon partage d'écran. Donc, j'espère que ça va jusqu'à date. Je sais que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais passer par la suite à des nouveaux outils, à des outils qui ne sont pas des outils de Brightspace. On va commencer par Padlet. Padlet, c'est un... Puis vous le voyez ici dans ma présentation, là, je vais juste aller en lecture pour vous montrer. Padlet, c'est un outil qui permet d'entretenir des discussions qui peuvent être interactives et multimédia aussi avec les élèves. Au début, Padlet était complètement gratuit. Maintenant, tu as droit de créer ce qu'on appelle Padlet, gratuitement, et par la suite, tu dois t'abonner et payer. Nous, on s'est abonné et on a acheté une licence pour toute notre organisation. Donc, tous les enseignants peuvent créer autant de Padlet qu'ils le veulent. Puis, je vous montre qu'est-ce que ça a l'air. Un Padlet. Par exemple, dans un cours d'art qu'on offre, l'enseignante a créé une exposition avec les œuvres que les élèves ont créées, qu'ils ont photographiées et qu'ils ont envoyées à l'enseignante, ou les élèves les partagent directement dans le Padlet. Très, très facile à utiliser. Pour créer une entrée, vous voyez ici, là, les élèves ont partagé leurs œuvres d'art. C'est vraiment extrêmement intéressant et très, très plaisant pour les élèves de voir qu'est-ce que les autres font dans le cours aussi. Où est-ce qu'ils se sont rendus ou comment ils ont utilisé les techniques qu'ils ont apprises avec l'enseignante du cours d'art. Donc, ça, c'est un des Padlets. D'autres, je vais aller... encore là, cette petite barre-là paraît d'en haut, là, puis je ne peux pas... je pense que c'est ici. Non. Je retrouve un autre cours, excusez, là, où il y avait... Ici, on avait un Padlet où c'est un coin partage. Donc, c'est dans un composant graphique dans le cours, on a intégré le Padlet. L'élève peut répondre à la question en disant, OK, écris ton nom sous l'image. Ici, là, vous voyez, je surligne, qui t'interpelle le plus par rapport au développement durable. Donc, ça permet une interaction, puis l'élève va inscrire son nom en dessous, ou l'élève peut tout simplement double-cliquer n'importe où et publier quelque chose dans un Padlet. Facile d'utilisation, interactif. Moi, je l'ai utilisé dans... Il faut que je retrouve quel cours exactement. Philosophie, où je voulais que les élèves se présentent. Simplement, voici une liste, les élèves se présentent dans mon cours en double-cliquant ici. Moi, je m'étais présenté. Si je double-clique, je peux faire une entrée. Je fais bonjour. Oups. Et là, je peux écrire qui je suis dans le texte. Et je peux inclure une photo, un lien, des choses comme ça dans mon Padlet. Donc, c'est quand même assez facile d'utilisation. C'est intégré ici dans un cours et très, très interactif et direct pour la communication avec l'élève. Ensuite, on parlait de Screencastify, qui est une extension dans Chrome. Oups. Ici, Screencastify. Ça te permet de faire un enregistrement vidéo de capture d'écran ou pour t'avoir aussi en Mortaise ou de faire un enregistrement vidéo. Donc, j'en ai un ici, j'espère que vous pouvez l'entendre.
Donc, ça, c'était une vidéo de début de semestre, de début de semaine, de retour des vacances, évidemment. J'espère que vous avez pu entendre un petit peu ce que je disais, mais c'est là où je parle à l'élève, vous me voyez, puis je fais des démonstrations à l'écran en même temps. On peut faire de la correction à l'écran aussi en utilisant Screencastify. Donc, c'est un outil qui s'ajoute comme extension qui est gratuit dans Google Chrome pour avoir toutes les fonctionnalités, évidemment, comme toutes les autres extensions ou logiciels, on doit payer pour pouvoir avoir accès à ces éléments-là, mais quand même, ça nous donne des options différentes d'utilisation de la technologie pour engager et communiquer avec nos élèves et leur dire « Hey, voici qu'est-ce qui se passe, voici comment que ça se passe, voici ce que tu as bien fait, voici ce que tu peux améliorer. » Kami, c'est un petit peu la même chose, mais c'est un outil d'annotation de documents directement. Donc, si j'ouvre Kami, je vais juste aller ici. J'espère que ça fonctionne. Je n'ai plus accès à ce dossier, malheureusement. C'était un dossier d'une correction de tâches en mathématiques que l'enseignant avait fait pour un élève. Donc, en s'enregistrant à l'écran, on peut écrire avec un stylet et faire une correction directement à l'écran tout en l'enregistrant et en la partageant avec l'élève. Malheureusement, je croyais toujours avoir accès à ce document-là, mais je n'ai plus accès au document, donc je ne peux pas vous le partager. Mais Kami, là aussi, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles si tu utilises la version gratuite. Mais quand tu achètes la version complète, tu peux enregistrer ton écran, faire des enregistrements vidéo, utiliser des équations mathématiques. Il y a un outil d'équation mathématique que tu peux utiliser et tu peux aussi partager ta documentation plus facilement avec les élèves. Google Meet, Hangout, Skype, donc ce sont des outils de visioconférence qui permettent, comme j'ai mentionné tantôt, de discuter, de rencontrer les élèves, de faire des explications, des corrections plus facilement avec eux, aussi avec les enseignants des écoles. Donc ça, c'est des outils qu'on utilise couramment, qu'on utilise, bien évidemment, on utilise Zoom présentement. Il y en a tellement des outils de visioconférence présentement que c'est rendu tellement facile de faire des rencontres, des réunions, des discussions. J'ai des enseignants, on a des enseignants qui utilisent Google Meet, par exemple, pour faire des discussions au sujet des romans dans des cours de langue, par exemple. Donc, là aussi, tu engages l'élève à participer, à être un petit peu plus sérieux quand il participe à ce genre de rencontre-là et à être un petit peu plus impliqué dans son cours. Finalement, il y a d'autres outils. Là, j'ai mis Twitter, par exemple. On a une enseignante qui utilise Twitter dans son cours pour... Je vais juste me rendre à ce cours-ci. Elle a intégré Twitter. Si c'est toujours là. OK, c'est pas dans celui-là. Juste aller voir. Là. Donc, vous voyez ici, l'enseignante a intégré Twitter dans son cours ici et elle partage avec les élèves de cours, par exemple, ici c'est HSE 4M, qui est un cours de justice et d'équité sociale. Donc, elle partage différents éléments, des tweets qui ont un lien avec le contenu de son cours. Donc, dans son compte Twitter, l'enseignante utilise ces éléments-là pour partager de la documentation, rendre les élèves un petit peu plus conscients aussi de ce qui se passe autour d'eux en utilisant les outils qui sont disponibles. Donc, ça, évidemment, avec toute l'histoire des réseaux sociaux présentement, c'est quand même extrêmement intéressant de voir. Là, je vais juste faire... Oups, j'ai fermé ma présentation. Je vais juste fermer des fenêtres. Vous avez vu aussi dans ma présentation le Bitmoji que j'utilise. Donc, ça, c'est un autre élément qu'on utilise. On utilise une chaîne YouTube, par exemple. Je vais arrêter mon partage parce que j'ai pas mal fini ma présentation. Mais on utilise la chaîne YouTube pour partager des vidéos, des tutoriels, des rappels, des différents éléments à un peu tout le monde qui sont impliqués dans autant les parents que les élèves, que les enseignants qui sont impliqués dans l'éducation des enfants au niveau des cours en ligne avec nous. Alors, c'est un petit peu le
tour du jardin que je voulais faire au sujet de l'engagement. Puis comment on le fait? Je suis certain qu'il y a des façons faciles d'utiliser les différentes ressources, tout dépendant de votre niveau de confort, mais c'est quand même assez simple d'utilisation. Je vais ouvrir le plancher. Là, je vois un petit peu différentes questions. Là, je vais y répondre au fur et à mesure si je ne vois pas d'autres questions des gens qui veulent me poser des questions directement. Alors, Robert, je te laisse la parole ici. Voilà, excusez-moi. Merci beaucoup, Daniel. J'avoue là, que ça prend une longue expérience pour naviguer à l'intérieur de Brightspace de la manière que tu le fais, passer de présentateur à étudiant, passer d'un cours à l'autre. L'autre chose aussi, c'est que non seulement Brightspace est une plateforme qui a de multiples fonctionnalités qui est là depuis plusieurs années, qui est finalement un peu dispendieuse. Il faut être une institution solide pour se la permettre. C'est pas toutes les plateformes qui présentent ces fonctionnalités-là. Et en plus, vous la personnalisez, ce qui fait que ça ajoute. Donc, ta présentation est un petit peu intimidante, mais mes félicitations, c'est vraiment spectaculaire. Aussi, l'équipe du Cavelfo derrière, on voit les dessins des présentateurs, on voit la mise en page graphique, on voit beaucoup d'éléments qui font que effectivement la présence est là. Alors, je vais tout simplement commencer par la question de M. Nguessan que j'ai vu passer. Il demande, je voudrais savoir si sur cette plateforme, il y a des espaces fonctionnels pour des groupes de travail virtuels et d'autres pour le travail individuel. Brightspace n'a pas nécessairement des options de visioconférence, de travail directement dans la plateforme. On utilise vraiment l'environnement Google pour travailler entre nous, entre équipes, mais aussi avec les élèves, on utilise ce qui est disponible à l'externe. C'est peut-être un peu moins fonctionnel de ce côté-là pour la collaboration, disons. Mais on a quand même les forums de discussion où les gens peuvent discuter, mais c'est pas nécessairement en face à face, disons, en vidéo. C'est plus au niveau de... c'est par écrit au niveau des forums de discussion. Merci Daniel. Et puis, je ne sais pas d'où écrit monsieur... oh là, ça bouge là. J'avais monsieur Boultif, je ne voulais pas massacrer votre nom de famille, excusez-moi, qui demande, il y a deux questions. Il demande comment faire les icônes de la barre du haut et puis comment intégrer les widgets. Lui, apparemment, utilise Brightspace et il a eu de la difficulté à faire ça. Daniel, ton micro est sur mute. Excusez, je me parlais tout seul. Ça arrive une fois de temps en temps. Donc, je me suis juste rendu dans un cours bidon ici pour vous montrer comment modifier facilement la barre de navigation. Donc, quand on passe notre souris sur la barre de navigation, ici, vous voyez, il y a trois petits points qui paraissent. On clique là-dessus et on fait modifier la barre de navigation. Donc, ici, on peut ajouter des liens, des différents icônes, ou on peut passer aussi dans une barre de navigation sans icône, juste du texte. Nous, on utilise les icônes, c'est beaucoup plus visuel. Puis pour ajouter quelque chose qui existe déjà ou créer quelque chose de nouveau, on doit cliquer sur « Ajouter le lien ». Puis, en ajoutant le lien, ici, donc, on peut choisir des choses qui existent pour faire des liens dans des éléments qui sont déjà intégrés à Brightspace ou qui ont déjà été créés, ou on peut faire un lien personnalisé, ajouter le nom, le URL, c'est ce qu'on met pour, par exemple, se rendre au site web de chaque enseignant. Puis ensuite, on peut ajouter ici une icône en téléversant une image. Puis, quand tu téléverses une image, je vais vous montrer un petit peu là, un que j'ai créé. Je vais aller chercher. Il y en a plusieurs. Donnez-moi un petit instant. J'ai fait ici mon site web. Là. Ça, je vais l'ajouter. Ou il est déjà ajouté.
pour voir, pour le modifier, vous voyez comment j'ai fait. J'ai mis le lien ici. Ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre quand je clique dessus. Et j'ai mis ici mon image. Donc, c'est une image que j'ai téléchargée. Ensuite, en l'ajoutant à la barre, bien là, je peux les réorganiser facilement. Je peux le tasser puis le mettre au début. Puis je peux prendre celui-là et le placer là. Si je fais un enregistrement, vous voyez maintenant que ma barre de navigation a changé parce que j'ai déplacé différents éléments où je voulais. Sur ma chaîne YouTube du formateur, j'ai une vidéo qui explique comment faire ça. Je pourrais vous partager le lien si vous le désirez. L'autre chose, ce que j'ai oublié, c'était quoi l'autre question, Robert? L'autre question, c'était un petit peu, j'ai besoin de remonter un Les tout petit composants peu. graphiques. Comment Je pense intégrer que les c'est. widgets? Ouais, Oui, les comment widgets, faire c'est des ça. icônes de la barre du haut, puis comment intégrer les widgets. OK, les widgets aussi. Donc, tu dois aller dans Modifier le cours, puis tu modifies ici, excusez, la page d'accueil, je devrais dire. Donc, tu dois te diriger dans ta page d'accueil qui est active, qui est celle-ci. Elle est en bleu. Et ici, je vais ajouter les composants que je veux dans la liste qui existe. Donc, si disons, je veux en ajouter un qui existe déjà, je vais aller en chercher un, j'en ai plusieurs. Je vais mettre le calendrier, par exemple. Donc, le calendrier s'ajoute ici, je vais le placer au-dessus des, justement en haut, pour qu'il paraisse là. Je fais enregistrer, fermer. Je retourne à mon accueil et vous voyez que j'ai ajouté un calendrier ici. Donc, c'est dans la modification de cours et dans l'accueil. Si tu cliques sur Accueil, tu sélectionnes ta page d'accueil. J'espère que ça répond à la question. Pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec Brightspace, c'est une plateforme robuste Oui. et très conviviale, mais encore faut-il savoir où on va. Alors, Daniel, quand tu cesses de partager ton écran, je perds mon chat Oh, et pardon. voilà, je perds. Non, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est que je perds mes questions. D'abord pour Madame Amal Boultif, je m'excuse, j'ai dit monsieur, c'était Madame. L'autre question qui nous vient de Kat, sans doute Catherine, avez-vous des outils d'évaluation en ligne et des outils de correction de masse, disant pas une seule question à la fois? OK. Donc, dans Brightspace comme tel, l'année passée, ils ont développé, je retourne en partage d'écran pour vous le montrer. Donc, vous voyez mon écran ici, je vais aller dans le pigeonnier parce qu'on a ajouté l'an dernier, puis là, il faut que je trouve un dossier où j'ai mis un document texte. N'oubliez pas, je vais retrouver un document texte ici là, dans ce que j'ai déposé. OK, j'ai un PDF, donc je vais aller ici. Puis là, ça devrait vous montrer le document. Vous voyez donc ici que j'ai un outil d'annotation directement dans le pigeonnier. Donc, ici, là, si j'utilise à l'écran complet, je peux écrire, là, je ne vois pas mes outils en haut, mais je vais essayer de retrouver. Tout bouge là. Je pense que c'est ça ici. Hein? Donc, si je peux écrire, vous voyez, j'écris à l'écran. Donc, nous, chaque enseignant a un ordinateur à écran tactile avec un stylet. Donc, l'enseignant peut simplement, sur son écran, écrire. Donc, je peux écrire, là, je l'écris avec ma souris, c'est pas très, très efficace, mais je peux écrire. Donc, ça ici, c'est une grille d'évaluation. Donc, je préfère la grille d'évaluation en disant, OK, tu as ce niveau-là, j'encercle ici. Donc, ça, c'est un outil d'annotation directe dans Brightspace. Comme Robert le disait, c'est très robuste comme plateforme. Une fois que tu la maîtrises, ça prend un petit peu de temps, mais une fois que tu la maîtrises, là, tu peux faire tellement de différentes choses avec la plateforme. On a aussi la possibilité d'inclure, je vais présenter la grille d'évaluation, c'était simplement un texte, mais on a la grille d'évaluation ici qui est intégrée. Nous, on utilise les grilles d'évaluation avec ces niveaux-ci. C'est intégrable au pigeonnier. Donc, tu crées ta grille, tu peux cliquer simplement sur les différents niveaux. Quand tu la fermes, bien, ça va calculer un niveau avec ce que tu as inscrit
Donc, vous voyez ici que le niveau est 4-, selon ce qu'on a fait avec la grille d'évaluation. Donc, oui, dans Brightspace, il y a cet outil-là. Je vous parlais aussi tantôt de Kami, qui est un outil qui nous permet de faire la notation, comme je l'ai fait à l'écran ici dans le pigeonnier, dans un document externe. Kami utilise un peu de toutes sortes de documents et les transforme en PDF par la suite avec la notation que tu as fait. Donc, c'est un outil extrêmement intéressant qu'on a adopté l'an dernier, Kami, en plus. Daniel Kani, est-ce que tu l'avais écrit à l'écran, le nom? Oui, Kami, K-A-M-I, c'est OK, dans la présentation. très bien. Et ça aussi, c'est une extension qui s'ajoute à Chrome. J'ai vu des questions passer, par exemple, tantôt au sujet de Screencastify, que vous ayez un Mac ou n'importe quoi. C'est un outil, une extension qu'on ajoute à Chrome et qui, par la suite, on peut utiliser en utilisant Google Chrome. Donc, on peut installer Chrome sur un Mac, pas de problème. Voilà, c'est vraiment, vraiment, Daniel, tu maîtrises ton sujet et ta plateforme, et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'années d'expérience. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, et d'ailleurs, je vous invite à ne pas vous gêner, hein. Vous prenez votre micro, vous le désilencez et vous parlez si vous le désirez. Je ne sais pas s'il reste d'autres questions, mais je vais nous laisser 2 petites minutes, voir si quelqu'un lèverait la main. Ah, des chic-chocs, j'ai-tu vu une question? Non. OK. Voilà. Ben, écoute, Daniel, il me reste, je crois, à te remercier, puis à remercier tout le monde. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui, 48 personnes. Je suis vraiment heureux de voir que la présentation est enregistrée parce que ta vitesse à Brightspace au volant est un peu effarante. Alors, on pourra te réécouter au ralenti. Euh, on a un commentaire de Kat qui a dit « Je peux corriger 30 copies en classe. Je n'ai pas le temps dans mon contrat d'enseignement pour corriger 30 copies à la main. Que fais-je? » Ah, donc on a une question qui se rajoute. Donc, si je comprends bien, ce sont des copies que vous recevez sous format papier, c'est ça? Oui, ben, en fait, c'est que nous étions en présentiel. Donc, il était possible à l'intérieur d'une classe de dire de façon informelle, tout simplement, je ne parle pas des examens officiels ici, mais lors des exercices, il était possible de dire simplement aux élèves, vous changez de copie, ou pour les élèves plus adultes, simplement leur faire confiance et de donner les réponses en classe à tout le monde. Donc, je pouvais prendre une demi-heure, dépendamment du nombre de questions, pour corriger les copies et prendre les questions en même temps et corriger les questions en même temps. Donc, il y avait possibilité de faire une évaluation formative et non sommative et de donner une rétroaction en 30 minutes. Et c'était une bonne façon d'évaluer et de voir où en étaient rendus les élèves. Je pouvais ramasser les copies après et me faire une idée dans une autre demi-heure sans trop de problèmes. Présentement, mes élèves sont tous à distance. Et même si je leur envoie un questionnaire dans Forms, parce que nous travaillons avec Microsoft Teams Education, même si, mais c'est la même chose dans l'environnement Google, là, il y a un Forms aussi, là. Oui. Ben, je reçois les réponses, mais après, je dois corriger les réponses à la main un par un. Je sais que je peux corriger des copies dans Word, mais encore une fois, c'est un par un avec la rétroaction. C'est très, très, très chronophage, là. Donc, Bien, je peux vous dire que dans Brightspace, il y a un outil quiz qui permet la correction automatique. Maintenant, oui. Donc, tu peux créer tes questions. Je pense qu'elles peuvent être distribuées aléatoirement aussi. Donc, tu peux avoir une série de 15 questions, puis en poser 10 aux élèves, mais ce ne sera pas toutes les mêmes questions pour chaque élève. Et par la suite, ça fait une correction automatique, puis ça te donne des résultats automatiquement. OK. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai déjà vu. Je ne trouve pas l'app, je ne trouve pas l'endroit. C'est simplement un programme à l'intérieur duquel on peut indiquer les questions,
Ça peut être des questions avec un choix de réponse. Si la réponse, elle est bonne, tant mieux. Si la réponse, elle est fausse, automatiquement, il y a un petit carré avec la règle ou l'information qui est nécessaire à choisir, l'explication qui est nécessaire à choisir la bonne réponse. Mais ça semble être les endroits où j'en ai trouvé présentement. Ce sont des universités et on m'a tout dit c'est à l'intérieur de notre plateforme. Nous avons des gens et le code de le programme. Oui. Je ne connais pas nécessairement une application en particulier, mais je croirais que la plupart, comme vous l'avez mentionné, la plupart des plateformes d'enseignement virtuel, là, les environnements d'apprentissage, ont un outil semblable qui permet de créer des quiz. Je ne sais pas jusqu'à quel point dans Teams ou dans Microsoft Office il y aurait quelque chose du genre. Là. Je ne suis pas très connaissant de ce côté-là. Ça peut être n'importe où ailleurs et rejoindre les étudiants d'une autre façon. C'est simplement que présentement, il y a plusieurs endroits qui étaient en présentiel, qui deviennent à distance. Et il y a plusieurs endroits qui étaient en hybride. Donc, les examens se faisaient en présentiel. Ouais. Et il y a encore plusieurs universités dont les examens se font encore en présentiel. Mais pour le côté formatif, au moins, même si ce n'est pas sommatif, parce que ça, c'est aux commissions scolaires et aux universités de trouver la solution. Mais au niveau sommatif, pour les enseignants, d'avoir un moyen autre que de faire de la correction un par un et de l'explication un par un, ce serait très agréable. Oui, bien, j'ai vu passer Kahoot, là, c'est quelque chose que j'ai déjà vu qui serait peut-être utile. Donc, je t'encourage peut-être d'explorer cette avenue-là. Puis Valérie a mentionné Quizzes. Donc, ça serait, je connais déjà Kahoot et Quizzes. Et présentement, dans notre communauté, tous ensemble, ce que nous avons trouvé de mieux pour l'instant, c'est Kahoot et Quizzes. OK. Mais non, mais je veux dire, s'il n'y a pas l'outil, ça se peut que l'outil que je recherche n'existe pas non plus. Hein? On mentionne aussi Google Classroom puis Moodle qui semblerait faire ce que vous recherchez. OK. Merci infiniment. Pas de problème. Alors voilà, j'espère que vous avez eu un bon atelier. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié la présentation. On voit qu'il y a une longue expérience aussi au Cavelfo pour soutenir les élèves à distance. Attendez un petit peu. Alors, Pascal nous dit qu'il existe beaucoup d'outils de quiz comme Socrative qui permet d'enregistrer les réponses des étudiants et qui donne une vision d'ensemble des groupes. Écoutez, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de continuer le dialogue après la présentation. Le REFAD est en ligne. On va essayer d'engager la communauté dans les mois à venir et ne vous gênez pas pour nous contacter suite à la rencontre. Si vous pouviez utiliser votre formulaire d'appréciation pour donner votre appréciation de l'atelier d'aujourd'hui, on apprécierait ça et nous, on vous fera suivre non seulement la présentation elle-même que vous avez déjà en lien avec le clavardage, mais vous recevrez aussi le clavardage et l'enregistrement de la session pour pouvoir écouter Daniel au ralenti. Alors, à tout le monde, merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un 8e atelier. Et je vous invite, si jamais vous avez des questions plus particulières, là, vous avez mon adresse courriel, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message et on pourra s'asseoir et discuter virtuellement ensemble. Ça ne te dérangera pas, Daniel? Pas du tout. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.